Comme disait Honoré de Balzac, le comptoir d'un café est le parlement du peuple. Mes chers étudiants, connaissez-vous tout d'abord la véritable histoire du café parisien? Savez-vous que cette boisson provenait à l'origine de la province éthiopienne de Kaffa, qui se transforma au fil des échanges et des voyages en café? En ce qui nous concerne, le terme français de café est apparu au XVIIe siècle par emprunt à l'italien pour désigner cette boisson exotique préparée avec des graines de l'arbre qu'Antoine de Jussieu, botaniste et médecin français, appela caffier. À votre avis, en quoi une boisson orientale est-elle devenue l'emblème de la ville lumière? Oubliez les tavernes et les cabarets fétides pleins d'ivrognes braillards. Oubliez la rue parisienne, ignoble, avec ses excréments lancés depuis les fenêtres. On prend conscience qu'il faut créer un endroit pour les gentilshommes et beaux esprits de la cour, d'où les chansons paillardes seraient bannies. Ici, pas de gros rouge des coteaux d'Argenteuil, mais du café et encore du café, afin de stimuler l'esprit et élever au plus haut l'art de la conversation. Le Sicilien Francesco Procopio n'a eu cesse d'y penser. Après avoir emprunté, il ouvre rue de Tournon en 1674 le café Procope. Il déménagera ensuite rue de l'Ancienne Comédie. Le premier vrai café littéraire est créé. Procopio, c'est un mélange des frères Coste, de Marcellin Cazes et de Bertillon, au grand siècle de Louis XIV. Il rappelle les premiers pour son sens de la décoration et de l'élégance, de l'endroit qui ravit l'élite avec des guéridons de marbre éclairés par des lustres de cristal dont la lueur se reflète dans les grands miroirs. Il tient du second pour placer les uns et les autres en fonction des coteries et des complots de l'époque. Il tient du troisième pour ses glaces. Car en plus des cafés qu'il sert en abondance, il va servir des glaces, et c'est un grand succès. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si en ce temps-là, en 1676, est créée à Paris la Corporation des limonadiers marchands d'eau-de-vie. C'est à cette époque que l'on se met à stocker la glace collectée les jours de gel sur les plans d'eau et les rivières dans des glacières et des sous-sols aménagés pour la sortir en été. Le murmurant Paris rend Paris murmurant. En 1785, la formule fait mouche contre les fermiers généraux, aussi opulents que détestés. Alors que Louis XIV fait tomber les fortifications de Charles V, voilà que l'on rétablit un mur autour de Paris. Long de 24 mètres, haut de 3,20 mètres, il isole Paris avec un terrain inconstructible de 100 mètres. Ce mur n'a qu'un but, faire payer le Parisien. Les fermiers généraux, ceux-là même qui font des avances au roi de sommes formidables, se remboursent sur le dos du bon peuple en percevant des droits d'octroi de tout ce qui rentre à Paris. Du coup, comme le vin, évidemment, est l'un des produits les plus taxés, près de 50% des recettes fiscales d'octroi, presque autant que le pétrole aujourd'hui, il vaut mieux sortir hors des murs de la ville pour aller prendre un pot, surtout si l'on a très soif. Ainsi, s'explique la floraison de guinguettes aux barrières de Paris. C'est là, dans les faubourgs de Bercy ou de Vaugirard, que le peuple et les petits bourgeois viennent danser sans canailler et s'enivrer. À côté des guinguettes, les cafés intramuros fourmillent d'idées neuves et dangereuses contre la religion ou l'absolutisme de la monarchie. Là fleurissent placards et libelles quasi obscènes, par exemple contre l'Autrichienne et son impuissant de mari. Dans les salles, au comptoir, les frustrations du bourgeois s'exaspèrent contre cette noblesse qui ne cesse de verrouiller ses privilèges, que ce soit pour une bonne place au théâtre ou à l'armée. Chaque soir, vers 18h, sur les terrasses des boulevards ou sur les zincs de Petit Troquet, sonne l'heure verte. Le rituel de l'absinthe est généralisé dans des dizaines de milliers de cafés français. Comme tout culte, il a ses objets sacrés. Le grand verre soufflé, avec sa boule pour signer la dose exacte de l'élixir transparent, la cuillère percée et souvent ouvragée sur laquelle on dépose le sucre, et ses fontaines au fin robinet qui laissent couler l'eau fraîche sur le sucre en troublant le liquide. Évidemment, les artistes de Montmartre, Toulouse-Lautrec en tête, se plongent avec délice dans le cérémonial de la cuillère percée. Mais on dit que l'absinthe provoque des crises de délirium, troublant les faubourgs. Ainsi, la guerre de 14 et ses gigantesques besoins de sang frais va sonner la fin de la fée verte. Son interdiction est votée par la Chambre en 1915. Dès leur apparition, les cafés ont eu partie liée avec la presse, la politique, le théâtre et les arts du spectacle, la musique, la philosophie et le domaine des idées. La poésie et l'art romanesque se taillent une place de choix dans ces cénacles toujours improvisés et toujours renouvelés.
mais ils n'en constituent pas nécessairement le dénominateur commun. Et les représentants de toutes les disciplines artistiques y ont droit de citer. Au comptoir, les clients du café se retrouvent en un grand brouhaha, tandis que les tasses s'entrechoquent. Les chaises sculptées crissent sur le sol autour d'étroites tables de marbre. Alors que les joueurs d'échecs s'affairent autour des damiers, d'autres débattent bruyamment. Cette activité fourmillante se transforme en une âcre fumée qui stagne autour de larges piliers. De lourdes boiseries les recouvrent, retrouvant les ornements de grands miroirs et décuplent l'ardeur de la foule. D'imposants lustres surplombent la salle et éclairent les soirées des clients du prestigieux Café de la Régence. Comme disait Diderot, si le temps est froid ou pluvieux, je me réfugie au Café de la Régence. Là, je m'amuse à voir jouer aux échecs. Paris est l'endroit du monde et le Café de la Régence est l'endroit de Paris où l'on joue le mieux à ce jeu. Situé dans le Palais Royal, le Café de la Régence s'appela d'abord le Café de la Place du Palais Royal et ne prit son autre nom qu'après 1715. Créé peu de temps après que Philippe d'Orléans en eut fait le lieu de promenade à la mode de Paris et avant que la fièvre révolutionnaire s'en empare, il recueille les suffrages des hommes de lettres. Diderot, Grimm, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre aiment à y venir, tout comme les architectes Percier et Fontaine, et plus tard Robespierre ou Bonaparte. Alfred de Musset l'adoptera pendant sa jeunesse de dandy. Aux menus plaisirs et aux frivolités, aux spectacles les plus saugrenus, la clientèle se compose majoritairement d'hommes qui n'autorisaient la présence de la gent féminine que pour profiter de leur agréable compagnie. Aujourd'hui, l'institution du café parisien s'incarne notamment dans des établissements tels que le Café de Flore, boulevard Saint-Germain, où les tables carrées du Café de la Régence, qui a fermé ses portes en 1910, ont laissé place aux tables rondes devenues typiques des cafés de la capitale. La population reste pourtant similaire, puisque les auteurs des Lumières laissent place à de nouveaux courants de pensée et de nouvelles formes d'art, à l'image de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Aujourd'hui, ces grands cafés restent fréquentés par une clientèle qui se veut intellectuelle et particulièrement aisée. Avec la multiplication des cafés parisiens au XXe siècle, la population se démocratise. En effet, les cafés de Paris sont les lieux de la sociabilité parisienne par excellence. Avec leur décoration belle époque et leurs serveurs si atypiques, ils font partie intégrante de Paris, tout comme la Tour Eiffel. Qu'on soit un Parisien ou un touriste, il est inimaginable de ne pas passer quelques heures dans l'un de ces cafés aussi nombreux dans la capitale que le sable à la mer. À Paris, on va au café pour rencontrer des amis, pour voir et être vu, pour fuir l'exiguïté de son appartement, pour rêver, pour observer les passants qui défilent, pour lire son journal, pour travailler, pour manger un morceau à midi, ou tout simplement pour prendre un apéro avec les copains après le travail. Les terrasses des cafés sont fréquentées surtout par les jeunes Parisiens qui, tout en buvant un café et en fumant une cigarette, discutent avec animation sans faire attention à ce qui se passe alentour. À côté d'eux, sont assis des touristes exténués par leur visite parisienne, sans doute un couple d'amoureux qui regardent sans mot dire les passants marchant d'un pas pressé à 2 pas de leur table. Au bar se mélangent toutes les couches sociales. Les ouvriers buveurs de bière en habits de travail maculés côtoient des dames élégantes qui prennent un café. Et bien sûr, on y trouve le serveur parisien, visage typé, impatient, exagérément amical ou bien mal luné, arrogant ou stressé. Plus qu'un personnage de la vie parisienne, il est devenu une institution. Si l'histoire des cafés parisiens a inspiré bon nombre d'ouvrages, le plus grand mystère continue de planer sur la fameuse tenue noire et blanche du garçon de café, toujours habillé d'une chemise blanche et d'un nœud papillon ou d'une cravate noire, d'un gilet multipoche et d'un tablier blanc. L'uniforme serait apparu au XIXe siècle dans les cafés des grands boulevards. Pour une raison simple, il fallait pouvoir distinguer les serveurs des clients.
Pour conclure, un café est aussi l'endroit où l'on consomme typiquement du café. Un café peut d'autre part signifier un événement culturel ou social, ou simplement un lieu propice au travail personnel, à la détente, à la création ou aux rencontres. Dans la culture des cafés, on distingue les cafés littéraires et leurs dérivés, les cafés-concerts, les manga-cafés, les coffee shops, etc. Malgré l'expansion et la multiplication des lieux de réunion et de restauration, le café parisien demeure un lieu symboliquement attaché à la capitale française. À vos tasses de café, chers Parisiens, enfilez une marinière, nouez un foulard rouge et couvrez-vous d'un béret, la baguette à la main, installez-vous à la terrasse d'un café et faites rêver les touristes. Au comptoir. Situé dans le Palais Royal, le café de la Régence s'appelle donc... J'ai pensé au poulet là.